Donc bonsoir et merci de votre fidélité à nos conférences. Après une petite respiration sur le thème de l'humour avec Guillaume Meurice, nous poursuivons notre réflexion sur ce qui est la raison d'être du cercle d'agora politique, les structures démocratiques de nos institutions et de leurs moyens. Après avoir abordé le thème de la pauvreté, de la justice, de l'hôpital, de l'évasion fiscale, du réchauffement climatique, de l'agrobusiness, il était naturel d'aborder le thème transversal à tous les autres, le financement des politiques publiques. Comment financer la transition écologique et à quelle échelle? Combien de médecins, d'enseignants, de juges, de policiers, de diplomates, de militaires faut-il pour protéger les Français face aux graves menaces qui les guettent? Comment sauvegarder notre système de protection sociale face aux intérêts de la finance? Nous avions déjà mis en évidence avec l'économiste David Kella l'année dernière les limites de l'idéologie néolibérale. Pourtant, nos politiques s'entêtent, insistent et persistent à utiliser les mêmes recettes d'un système de libre-échange débridé qui s'appuie sur la financiarisation mondiale de l'économie pour sortir des crises régulières qui secouent le monde. Ceux-là même qui, en France, nous disent, avec l'aide de nombreux médias et des milieux d'affaires, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et qu'il est donc indispensable de consentir à une implacable austérité. Dans un climat rendu anxiogène par l'instabilité politique actuelle, le débat sur les déficits budgétaires et la dette publique est d'une actualité brûlante. Sous l'égide d'un Emmanuel Macron qui agit et pense comme un banquier, le débat s'emballe. Notre Premier ministre, encore pour quelques heures, déclare au milieu des travaux parlementaires sur le budget que le moment est très grave et menace, je cite, le pays de graves turbulences sur les marchés financiers en cas de censure. Ou comme l'annonce comme une évidence le rapporteur général du budget, l'effort principal doit porter sur la réduction de la dépense et non pas sur les recettes. Ou encore ce chantage inadmissible du MEDEF local, je cite de nouveau, il faut choisir l'impôt ou l'emploi. La presse économique orthodoxe n'est pas en reste dans ce contexte, dans ce concert en faveur d'une politique de rigueur qui garantit la protection et la promotion des intérêts des groupes financiers et qui, sans jamais l'admettre, pave la route de l'extrême droite. Et pourtant, les besoins sont colossaux. Selon le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique devraient coûter à la France 34 milliards d'euros par an pour atteindre ses objectifs en 2030. Il faudrait également plus de 30 milliards d'euros supplémentaires aux budgets sociaux par an en France pour éradiquer la pauvreté. Nous avons besoin de 17 milliards d'euros par an pour sauver l'hôpital public. Et combien pour l'éducation? Combien pour la justice, pour la défense? Face à ces besoins fondamentaux, il nous a paru important de clarifier le débat sur le fantasme de la dette publique. Dominique Seux et Alain Minc n'étant pas disponibles, nous avons demandé à Léo Charles, économiste, maître de conférence à Rennes 2, membre du collectif des économistes atterrés, de nous éclairer sur les débats actuels autour de la dette. Pourquoi s'endetter et comment? Comment financer nos besoins les 10 prochaines années? Y a-t-il une spécificité française à la dette? La France vit-elle à crédit? Quel est le vrai coût de la dette? Quelles alliances en Europe pour transformer la gouvernance de la zone euro? Autant de questions et d'autres auxquelles Léo va essayer de répondre durant ces 30 prochaines minutes. Puis nous vous laisserons la parole pour débattre avec vous. Je laisse la parole à Léo. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis assez intimidé de voir autant de monde, sachant que c'est pas Dominique Seux, comme tu l'as dit, je pensais qu'il aurait beaucoup plus que ça. Donc vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Et alors évidemment, en 30 minutes, le nombre de questions que tu as soulevées est assez exceptionnel. Donc je ne vais pas répondre à tout. L'objectif de cette présentation, c'est voilà, pas trop vous prendre la tête, mais au moins définir de quoi on parle et certains mécanismes. Et ensuite, on aura voilà, le temps de discuter ensemble et de débattre si jamais vous n'êtes pas d'accord. Donc, sur cette question de la dette publique, si on commence par une définition relativement simple, qui nous vient de l'agence France Trésor, donc c'est l'agence publique qui s'occupe
d'émettre la dette publique. C'est le total des engagements financiers de l'État. Elle résulte du cumul des besoins de financement de l'État, c'est-à-dire la différence année après année entre ses produits et ses charges. Bon, ça c'est le discours économiciste, mais en gros, la dette publique, il faut le voir comme un stock, comme une accumulation depuis des années, depuis au moins les années 1970, quand on a commencé à connaître nos premiers déficits publics. C'est-à-dire que chaque année, l'État, depuis 1970, vote un budget en déficit dans lequel les recettes publiques sont inférieures à nos dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on est en négatif. Pour combler ce chiffre négatif, il faut emprunter. Et donc, là vient la dette publique. Donc la dette publique, ce n'est pas les 3 000 milliards de dette publique qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu d'un coup. C'est vraiment une accumulation des décisions politiques depuis au moins les années 1970. Donc, en bonne économiste, je ne vais pas vous mettre trop de graphiques, mais pour faire sérieux sur CNews, ils ont beaucoup de graphiques, donc je me suis dit que c'est la même chose. Donc voilà, là vous avez des petites estimations, je vais aller vite, on en reparlera, mais globalement aujourd'hui on est de l'ordre de 3 000 milliards de dette publique. Alors on va en discuter parce que réfléchir en milliards, moi j'ai pas tellement l'habitude, mon salaire il n'est pas en milliards, donc effectivement ça peut paraître énorme, ou pas beaucoup, on ne sait pas. Alors souvent, on va en discuter, mais on rapporte ce chiffre en pourcentage du PIB. Donc actuellement, on est à peu près à 111% du PIB de dette publique, et on va en discuter à partir de quel moment on doit s'inquiéter ou pas. Ça, c'est des choses qu'on discutera plus tard. Voilà en gros l'évolution de cette dette publique, là, ici, depuis les années 86. Donc, on a plutôt une progression assez linéaire, assez régulière de cette dette publique. Et qui dit dette publique, c'est la dette de l'ensemble des administrations publiques. Mais on remarque dans ce graphique que la plupart de la dette publique est portée par ce qu'on appelle l'administration publique centrale, c'est-à-dire les ministères, le fonctionnement réel des ministères de la France. Donc voilà un peu les chiffres qu'on mobilise et qu'on a en tête lorsqu'on parle de la dette des administrations publiques. Alors, ça je vais peut-être aller un peu vite, mais on va discuter aussi du fait que est-ce que la France est un vilain petit canard dans ce monde-là? Ben, en réalité, les dettes publiques, il y en a des plus élevées, il y en a des moins élevées, mais globalement on voit que dans le monde, les dettes publiques évoluent un peu de la même façon. Généralement, quand il y a une crise économique mondiale, les dettes publiques augmentent. Quand il y a des périodes de croissance, les dettes publiques diminuent. Donc la France, on est ici en rouge, donc vous voyez que quand on prend un certain nombre de pays, il y a le Japon qui est tout en haut, il y en a qui ont bien sûr moins de dettes publiques que nous, et ça en fait, ce graphique, peut-être qu'il y aura des questions sur ça, mais ce graphique il est très embêtant pour les économistes. Parce que les économistes, on adore les règles. Et j'aimerais beaucoup vous dire en tant qu'économiste que il ne faut surtout pas dépasser 60% du PIB. Ah, raté, on est à 100. Ah, mais alors il ne faut peut-être pas dépasser 90%. Ah, raté, on les a dépassés. Ah, il ne faut pas 100%. Bon, on ne sait pas. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas quelle est la limite, et ça, on pourra en discuter plus tard. Sur le long terme, j'ai deux citations que j'aime beaucoup, deux spécialistes de la dette publique. Je vous renvoie à leurs ouvrages. D'ailleurs, Benjamin Lemoine vient de sortir un autre ouvrage. Alors, Bruno Tinel nous dit « La situation actuelle ne résulte ni d'une guerre, ni d'une crise soudaine. Elle est inscrite dans le fonctionnement même de l'économie telle qu'elle s'est développée depuis les années 80. » Et Benjamin Lemoine nous dit « La mise sur agenda politique de la dette est indissociable de l'augmentation en volume de la dette, mais un tel gonflement quantitatif n'épuise pas l'explication quant à la manière dont le problème est cadré politiquement. » Alors ça, c'est un discours un peu descriptif, je suis désolé de vous embarquer là-dedans, mais évidemment, en fait, nous, ce qu'on montre dans le bouquin, et ce qu'on est plusieurs économistes à montrer, c'est qu'en fait, la dette, très souvent, ça sert d'épouvantail. Il y a un discours politique derrière la dette. D'ailleurs, si vous allumez la télé, il y a un discours unique autour de la dette. C'est dangereux, on fait n'importe quoi, il faut s'en occuper, nos petits-enfants vont payer, etc., etc. Or, moi, j'aimerais quand même qu'on se quitte bons amis. Et donc, j'aimerais vous donner un autre discours et des moyens d'espérer, finalement, autour de ce discours très anxiogène, mais vous allez voir qu'il sert finalement un agenda politique très particulier autour de la dette publique. Et pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, ce graphique il est assez intéressant puisque on voit que depuis les années 70,
dans ce qu'on qualifie, nous les économistes, de dérégulation libérale, ou ce que David Kaila a dû vous présenter comme étant le néolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme poussé à son paroxysme, eh bien, finalement, la dette publique explose alors qu'on est censé, depuis les années 1970, avoir des gouvernements très sérieux, la gauche de gouvernement, la droite qui est très sérieuse au niveau budgétaire. Pour autant, la dette explose. C'est bien que derrière cette notion de dette, il y a une utilité politique, il y a une utilité économique de cette dette, et notamment ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que en fait, cette dette, elle est nécessaire. Malgré tout ce qu'on dit, la dette est nécessaire pour nourrir le système actuel du capitalisme financiarisé. Et donc, ce n'est pas étonnant que celle-ci, en dehors des conflits, ait explosé depuis les années 70. Alors, juste, je fais un petit détour pour vous montrer un peu l'importance actuellement des marchés financiers. Comment ça marche, un endettement d'un État? Ça marche en France, ça marche partout pareil. En gros, dès qu'un budget est voté en déficit, l'État doit s'endetter. Tous les mois, quasiment, voire toutes les semaines, l'agence France Trésor émet ce qu'on appelle des bons du Trésor. Ces bons du Trésor, ils sont émis sur ce qu'on appelle le marché primaire et ils sont achetés par des spécialistes en valeur du Trésor. Vous et moi, nous n'avons pas accès à ces marchés. Qui a accès à ces marchés? Les grandes banques françaises, les grandes banques étrangères, les grands groupes financiers. Donc vous voyez que déjà, de base, dans le fonctionnement même de notre endettement, ce sont les marchés financiers qui vont décider de nos conditions d'endettement. Pour vous rassurer, on en discutera sûrement plus tard, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est une décision politique dans les années 1970-1980. On a décidé politiquement, je dirais presque démocratiquement, parce que c'était des gouvernements élus, qu'on devait désormais passer par les marchés financiers pour s'endetter. Et donc, on se retrouve dans une situation actuelle un peu particulière où on a des marchés financiers, c'est un peu vague comme notion, mais on a des grandes banques, des grandes institutions financières qui décident de nos conditions de financement sur notre dette. Donc voilà, on émet des bons du Trésor, elles sont achetées par les banques, et ensuite ces banques les revendent à différents organismes, et ça va nourrir par exemple la retraite de nos amis suédois. Ça va nourrir les caisses de maladie de nos amis nord-américains. Donc il y a tout un tas d'institutions financières qui vont acheter notre dette et qui vont récupérer les intérêts. Ça leur permet de financer leur modèle social ou leur modèle de développement. Alors, à partir du moment où on dit que la dette passe par les marchés financiers, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que alors, Daniel Lebègue, ancien directeur du Trésor qui s'occupait de la dette, nous dit très bien dans un de ses bouquins, l'objectif est de convaincre des investisseurs internationaux de la qualité de nos titres de dette. C'est à nous de les convaincre un par un avec notre canne et notre chapeau. Encore une fois, on est dans une situation très particulière où un gouvernement élu doit montrer patte blanche à des institutions non élues, non démocratiques. Comment on convainc? La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une agence de notation qui a décidé de ne pas réduire la note de la dette française. Parce que quand on réduit la note, les taux d'intérêt explosent, ça devient plus cher de se financer, etc. Et la justification de ça, c'était Emmanuel Macron et le budget 2025 nous a rassurés. D'ailleurs, avant d'être élu, Emmanuel Macron, il a fait la tournée des popotes aux États-Unis, en Angleterre, etc. Il a rencontré tous les investisseurs en disant « Si je suis élu en 2017, vous n'avez aucune inquiétude, je vais mener des politiques économiques favorables aux marchés financiers, favorables au capital, et vous allez continuer à pouvoir vous nourrir de ma dette, etc. » Donc voilà comment on fait pour convaincre les marchés financiers. Ça passe par des politiques économiques. Mais il faut mettre en place des bonnes politiques économiques, c'est-à-dire des politiques d'austérité, des politiques de réduction de la dépense publique. Il ne faut pas trop imposer les plus riches ou les plus grandes entreprises. C'est ça, comme ça qu'on convainc finalement nos marchés financiers. Alors, bon, je passe, je n'ai pas trop le temps, mais c'est les différentes notes de différents pays. Et ce qui nous montre qu'en réalité, vous pouvez être la Grèce, vous pouvez être l'Allemagne, vous pouvez être la France, la Russie, n'importe qui, ce sont les marchés. En fait, on fait du délit de faciès.
Ah, vous êtes grec? Oh, vous avez mal géré quand même en 2010 vos... Allez, on vous tamponne et on vous met des taux d'intérêt monstrueux. Vous êtes la France? Bon, ça va un peu mieux. Donc, il y a des institutions financières qui décident de nos conditions d'investissement. Donc, puisque j'ai plus que 30 minutes, voilà, je vous avais mis, mais ça on pourra en revenir dans la discussion, les différentes évolutions des taux d'intérêt, c'est quelque chose de très volatile. Et donc l'inquiétude qu'on a aujourd'hui en disant oh, si vous ne votez pas un budget 2025, les taux d'intérêt vont exploser. Oui, mais au final, dans 6 mois, si ça se trouve, ils vont redescendre et puis ils vont re-exploser et redescendre. C'est tout à fait volatile comme système. Petit détour sur qui détient la dette française, ça va être important pour la suite. En gros, on est à 50-50. 50% de notre dette, alors actuellement plutôt 54,6%, est détenue par des étrangers et 50% est détenue par des banques françaises et des organismes de placement français et par la Banque Centrale Européenne qui détient une partie aussi de notre dette. Ça va poser la question de la souveraineté et des dangers finalement d'avoir une partie de notre financement qui est détenue par l'étranger. Et j'ouvre plein de portes pour les questions et le débat. Il faut savoir aussi, on en reparlera à la fin de cette présentation, que finalement, cette dette publique, elle nourrit aussi nos concitoyens les plus riches. Puisque si vous voulez acheter une partie de la dette publique française, alors vous ne pouvez pas le faire directement, mais par contre, vous pouvez passer par des fonds de pension, par des fonds de placement, et finalement, ça veut dire qu'il faut de l'épargne. Or, si on regarde les choses un peu macroéconomiquement, un peu avec de la distance, on se rend compte que 20% les plus pauvres épargnent 2,7% de leurs revenus disponibles bruts, leurs revenus à la fin du mois, et les 20% les plus riches, 28,4%. Donc, de fait, qui peut épargner, qui peut détenir la dette publique française? Les plus riches. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, il y a un arbitrage que réalise très bien Emmanuel Macron entre fiscalité et emprunt. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, moi les gouvernements successifs ont fait le choix, qu'il valait mieux emprunter aux plus riches plutôt que de les taxer pour financer notre modèle social ou notre modèle économique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, à mon sens, en tête. Alors, d'où vient la dette publique? On avait fait un petit exercice en 2012 avec notamment Attac et des membres des économistes atterrés, etc. On avait fait un audit citoyen sur la dette publique. Parce que quand on vous dit qu'il y a 3 000 milliards de dette publique, souvent on ne vous dit pas d'où ça vient, ces 3 000 milliards. Et en réalité, quand on a un peu exploré les données et quand on a un peu exploré les choses, on se rend compte qu'il y a 3 choses qui font exploser la dette publique. Première chose, les crises économiques. Dès lors qu'il y a des crises économiques, l'État intervient pour sauver les entreprises et les ménages, ça coûte de l'argent, le quoi qu'il en coûte, d'accord? Et ça crée de la dette publique. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ça, c'est directement lié au taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont très élevés, et notamment lorsqu'ils sont supérieurs à la croissance économique, il y a un mécanisme qui fait que la dette grossit d'elle-même, effet boule de neige. Et troisième chose, lorsqu'on baisse les recettes publiques par rapport aux dépenses, eh bien on crée du déficit. Et donc, en résumé, ces 3 choses, elles sont liées à notre modèle capitaliste. Elles sont liées à notre modèle néolibéral. Puisque, qu'est-ce qui crée les crises financières? C'est le capitalisme et le néolibéralisme. Qu'est-ce qui crée l'effet boule de neige? Le fait qu'on ait décidé de se financer sur les marchés financiers et qu'on n'ait plus la main sur nos taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui crée la baisse des recettes publiques? Les politiques de l'offre, les politiques libérales en faveur des plus riches et des plus grandes entreprises. Et donc, quand on a fait les comptes, on s'est rendu compte, alors, en 2012, le ratio de dette publique sur PIB était de 91%. Si on enlève ces 3 éléments liés au fonctionnement de nos économies capitalistes, en réalité, on aurait été à 43% de PIB. Donc, 60% de la dette actuelle, il faudrait refaire les calculs, mais 60% de la dette actuelle, au moins 60% de la dette actuelle, est le résultat des crises, de la politique fiscale et des taux d'intérêt excessifs. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Souvent, on nous dit c'est parce qu'on dépense trop, on n'est pas sérieux, etc. Donc, gardez en tête cette idée-là de dire que c'est en fait le fonctionnement tout à fait normal de nos économies capitalistes. Ça crée de la dette publique. Et donc, ça c'est ma slide préférée.
Petite sélection, alors il y en avait plein, il y avait 3 pages, hein, mais petite sélection, Thierry Breton, la France vit au-dessus de ses moyens, elle est dans une culture de la dépense. François Fillon, je suis à la tête d'un État en faillite. Emmanuel Macron, quand on n'est pas sérieux, on accroît la pire des inégalités, celle qui fait qu'une génération arrive au monde avec sur son dos un fardeau auquel elle ne doit rien. La dette publique sera payée par nos petits-enfants. Voilà ce que nous dit le président de la République. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais la dette publique, elle est nécessaire pour les marchés financiers, mais elle est nécessaire aussi pour installer un sentiment anxiogène dans la société, dans lequel, en fait, on va tous se contrôler, et dans lequel, si vous allumez la télé, vous êtes très vite convaincu de vous dire « Ben oui, en fait, c'est vrai, peut-être que le RSA, c'est beaucoup trop important. Ah oui, c'est vrai, peut-être que notre système de retraite, c'est beaucoup trop important, on est trop généreux. » Alors, quand on convoque vos petits-enfants ou vos enfants, alors là, c'est l'argument fatal, c'est « Ben oui, je ne veux pas laisser une dette à mes enfants. » D'accord ? Mais donc, il faut voir qu'il y a un discours politique qui sert un agenda politique derrière cette question de la dette publique. Donc, quelques idées disruptives pour un peu se rassurer et prendre le contre-pied de ce discours un peu angoissant. Donc, comme je vous l'ai dit, l'endettement, la croissance de l'endettement s'explique en partie par le rôle croissant des marchés financiers. Rôle qu'ils n'avaient pas avant les années 70. La dette peut avoir une utilité sociale. Ça va ? Je ne vous ai pas trop choqué ? Continue. Et la dette pose surtout des problèmes d'inégalité au sein des générations actuelles. Et il existe d'autres solutions que l'austérité pour réduire la dette. On peut s'en sortir autrement. Voilà un peu ce qu'on va explorer ensemble rapidement dans le temps restant. Alors, déjà pourquoi on va essayer de se rassurer et de ne pas trop s'inquiéter sur cette idée de dette publique. Donc la dette publique, c'est 111% du PIB. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que la dette privée, celle des ménages et des entreprises privées en France, c'est 226% du PIB. D'accord ? Quasiment plus de 2 fois plus. Ça, on n'en parle jamais, parce que ça serait angoissant, mais ça ne servira à rien d'angoisser sur la dette privée. Et donc, on a un discours qui s'est installé à la télé, dans les médias, etc., sur lequel on nous dit que, mais en fait, l'État doit se comporter en bon père de famille. Alors je vous passe la version très masculiniste 19e d'un bon père de famille. Un bon père de famille, il gagne son argent, il rentre chez lui pour nourrir sa petite famille. Surtout, il ne passe pas par le bistrot parce que ça serait faire un détour. Et c'est ça un bon père de famille. Et on nous demande de gérer l'État en bon père de famille. C'est d'une absurdité monstrueuse puisque l'État n'est absolument pas un ménage. L'État, c'est pas vous et moi. L'État dispose de pouvoirs que nous n'avons pas. La première chose, c'est que l'État dispose de la possibilité de faire rouler sa dette. Je vais peut-être vous étonner en vous disant ça, mais en réalité, l'État ne rembourse jamais ses dettes. Jamais. Comment on fait ? Vous empruntez par exemple 1 milliard d'euros sur 20 ans. Au bout de 20 ans, alors pendant 20 ans, vous remboursez les intérêts, on aura sûrement cette discussion sur la charge d'intérêt, mais pendant 20 ans, vous remboursez les intérêts, et au bout de 20 ans, qu'est-ce que vous faites ? Vous réempruntez, vous remboursez l'argent que vous avez emprunté il y a 20 ans, et vous continuez comme ça. C'est ça qu'on appelle rouler sa dette. Essayez pour votre crédit immobilier d'aller voir votre banque en disant il me reste 700 000 euros à rembourser, mais je veux faire un emprunt de 700 000 euros pour continuer. C'est pas possible. Mais l'État a cette capacité, donc on ne rembourse jamais sa dette. Donc pourquoi nous embêter avec ça, pourquoi avoir un discours stressant ? Ça sert à rien. L'État a une faillite impossible. Alors, on était à la limite quand on a vu la Grèce, mais globalement, l'État a une faillite impossible, tout simplement parce qu'on peut décider des ressources. L'État, du jour au lendemain, peut décider, ça poserait des problèmes, j'ai pas dit ça, mais l'État peut décider de dire, allez, on taxe à 100% tout le monde. Voilà, ça nous fait plus de ressources, et comme ça, on rembourse la dette. Chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas dire à votre employeur, tiens, j'ai un crédit immobilier de 500 000 euros, est-ce que tu peux m'augmenter, ça m'arrangerait. Généralement, on va vous dire non. Mais l'État, ça, on peut le faire. Et certains États, pas tous, disposent d'un pouvoir sur la monnaie. Par contre, ce qui est encore vrai, et le fil directeur un peu de tout ça, c'est que c'est quelqu'un, un agent soumis au pouvoir des marchés. Mais voilà, l'idée c'est de vous dire que ça ne sert à rien de copier-coller les discours qu'on a sur les ménages, sur le bon père de famille, sur le sérieux budgétaire. Pour un État, ça ne sert à rien. Alors, ça je vais passer parce que j'ai pas... Ah, sinon ça je ne passe pas. Et donc, pour répondre à notre cher président, en réalité, la dette, elle est utile. La dette, elle sert à financer des investissements.
Et le grand délire médiatique, tous les ans, c'est le grand marronnier, on va vous dire, attention, un Français à sa naissance doit 51 867 €. C'est-à-dire que si vous prenez le montant de la dette, que vous la divisez par le nombre de Français que nous sommes, ça fait effectivement 51 867 € à rembourser dès sa naissance. Mais quel poids, imaginez. Alors maintenant, il y a la dette écologique, il y a en plus cette dette-là. Vous imaginez la panique pour les générations actuelles. Mais en réalité, ceux qui ont fait un peu de comptabilité ou qui ont un peu de jugeote, derrière une dette, il y a toujours des actifs. La dette sert à financer des choses. Et quand on prend en compte, certes, notre passif, c'est-à-dire la dette, mais ce qu'elle a permis de financer en termes d'actifs, eh bien, on se retrouve dans le positif. Et on se retrouve avec une idée qu'un Français, en réalité, gagne 12 705 € à la naissance. Mais vous imaginez le bandeau qui passerait comme ça sur CNews. Ah, un Français né avec 12 705 € de plus. Ah non, mais c'est pas assez angoissant, ça. On ne peut pas faire ça. Donc vous voyez, encore une fois, on va choisir le discours pour rendre les choses angoissantes. Mais il est vrai que, en réalité, grâce à notre dette publique, ça finance les hôpitaux, les universités, des salles publiques comme ça, si c'est une salle publique, des salles publiques comme ça. Et donc, en plus, il y a des choses non palpables qui sont le service public, la qualité de vie en France, etc. Donc, la dette, finalement, ça a une utilité. Je passe un peu là. Alors, si on veut se rassurer aussi, parce que ce qui est souvent donné dans le discours public, c'est la charge d'intérêt. Vous avez tous entendu que la charge d'intérêt, c'est-à-dire ça, c'est effectivement on le rembourse chaque année. Elle va atteindre 50 milliards € par an. Ça paraît énorme. 50 milliards € par an. En réalité, on peut observer ces 50 milliards d'euros, qui sont un fait, c'est réel, on peut observer différemment les choses. Déjà, on peut dire que entre 2010 et 2020, comme vous voyez ici, la charge d'intérêt, le montant des intérêts qu'on a payés, a plutôt diminué. À partir de 2020, ça a re-augmenté. On expliquera peut-être plus tard pourquoi. C'est un petit mécanisme assez sympathique. Mais on vous dit 111% du PIB, 50 milliards d'euros. En réalité, si on rapporte des choses qui sont un peu plus comparables, c'est-à-dire, ici, je vous ai mis en bleu la charge d'intérêt par rapport au PIB. Vous voyez qu'on est à 2%, 1,5%. Donc ça veut dire que le remboursement d'intérêt de la dette publique représente 1,5% de la richesse qu'on crée chaque année, de la richesse économique qu'on crée chaque année en France. Beaucoup moins angoissant de dire comme ça. Ou alors, allez, un autre chiffre pour s'amuser, ça représente un peu plus de 3% des recettes publiques. Vous voyez que, par rapport au budget de l'éducation nationale, de la santé, etc., cette charge d'intérêt, c'est finalement pas grand-chose. Dit comme ça, 3% de nos recettes, on peut se le permettre peut-être. Donc ça permet d'avoir, peut-être de prendre un peu d'air et de se rassurer autour de cette question de dette publique. On parlera peut-être, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de ramener ces taux d'intérêt. On nous dit, attention, les taux d'intérêt vont exploser. Alors la chance, entre guillemets, qu'on a, gros guillemets, attention, mais c'est qu'on vit une période d'inflation. Et certes, les taux d'intérêt, aujourd'hui, ils peuvent paraître très hauts, mais si vous enlevez l'effet de l'inflation, en réalité, c'est la différence que vous avez entre les deux, en réalité, la France continue à emprunter à taux négatif. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le monde qui sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter des titres de dette. Ça, c'est quand même assez formidable dans le système dans lequel on vit. Et ça, pareil, on ne vous le dit pas. On dit les taux d'intérêt ont explosé, la charge d'intérêt va exploser. Oui, mais en fait, pas tellement, puisque du fait de l'inflation, on va rembourser en réalité moins et on emprunte encore à taux négatif. Et donc, ce qui fait, autre élément, si on calcule le taux d'intérêt moyen, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une dette, on peut l'emprunter sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. L'État choisit sa maturité sur laquelle il va s'endetter. Si on prend l'ensemble des taux d'intérêt sur toutes nos dettes, sur toutes les maturités, en réalité, le taux d'intérêt moyen, ce qu'on appelle le taux d'intérêt apparent, c'est 1,55%. Ça ne paraît pas délirant non plus d'emprunter à 1,55%. Alors là, vous êtes en train de réfléchir, combien j'ai emprunté moi pour ma maison? Mais non, mais réfléchissez pas comme un ménage, c'est pas la même chose. Mais bon, globalement, on peut se dire que 1,55%, c'est pas tellement inquiétant d'emprunter à 1,55% dans les conditions actuelles. Donc on se rassure encore une fois. Ce qui est hyper rassurant aussi, il faut jouer avec les cartes qu'on nous a données,
Mais puisque notre dette est largement définie et achetée, enfin pas largement, et achetée par les marchés financiers, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre la confiance des marchés. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle l'adjudication, c'est-à-dire l'État français dit, au mois d'octobre 2024, j'aurai besoin de me financer à hauteur de, ici c'est 6 328 milliards d'euros. Et en fait, on se rend compte que dès lors que l'État demande à être financé, il y a plus d'agents économiques qui sont prêts à nous financer que ce qu'on demande à la base. Donc, en gros, nous, on voulait 2485 milliards de dettes et les marchés financiers étaient prêts à en acheter 6 000 milliards. Donc, on est large, encore une fois. C'est-à-dire que la dette française est très demandée. C'est pas pour maintenant que les marchés financiers vont nous tourner le dos et aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que la France, c'est un pays stable. Jusqu'à pas très loin. J'ai pas eu le temps de reprendre les slides, je suis désolé, mais la France est censée être un pays stable, on vit bien, on a des lois qui sont plus ou moins respectées, mais on a des cadres légaux qui sont rassurants pour les marchés financiers. Et donc, notre taux de couverture, vous voyez, il dépasse largement la demande que nous, on peut émettre sur les marchés financiers. Et ça, c'est important. Tant qu'on a cette confiance des marchés, ça roule. Donc ça aussi, c'est rassurant. Bon, ça, je vais passer pour ne pas vous embêter. Alors, dernière partie, peut-être le plus intéressant. Pourquoi il faut réduire la dette publique ? Je ne suis pas en train de vous dire que la dette publique, ce n'est pas un problème. D'accord ? Il faut, à mon sens, on va pouvoir en discuter, mais il faut, à mon sens, essayer du moins de la réduire pour se redonner des marges de manœuvre, notamment, vous allez le voir, pour la bifurcation écologique et sociale. Donc c'est un sujet d'importance parce que quelques gouvernements sont au pied du mur et doivent réduire leur dette impérativement. Pour plusieurs de ces pays, vivre avec la dette héritée est probablement la meilleure politique. Il y a les deux discours. En France, aujourd'hui, je vous le dis, on est plusieurs à le penser, notre niveau d'endettement, il n'est pas délirant. On pourrait faire un peu plus. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on va peut-être atteindre un plafond de verre et on va peut-être avoir des difficultés pour se financer, et notamment pour financer notre dépense publique et notre bifurcation. Alors, la question se pose, pourquoi réduire la dette publique ? Parce que de toute façon, il y a un risque de ne rien faire. Chaque année, ça nous coûte, en charge d'intérêt, d'avoir emprunté. On paye chaque année 50 milliards d'intérêts, et donc ça grève notre budget. On peut être amené à avoir des difficultés de financement. C'est-à-dire qu'un jour, c'est probable, je ne sais pas d'ailleurs, mais un jour, potentiellement, les marchés financiers pourraient nous dire « Non mais là, vous faites trop, vous avez trop profité, on coupe les robinets. » Et là, ça va devenir un problème. Et il y a aussi un coût de l'inaction. Notamment, le fait de laisser courir la dette, ça a un certain coût. Le problème, c'est que vouloir réduire la dette à tout prix, notamment via l'austérité, eh bien, ce n'est pas forcément la bonne solution. Il y a un effet récessif, voire inégalitaire d'une baisse des dépenses publiques. Parce que dans le discours dominant, le plus souvent, on vous dit « Vous voulez réduire votre dette ? Coupez dans les dépenses. Faites de l'austérité. » Et alors, c'est génial parce que la semaine dernière, pendant très longtemps, on mettait des coups d'épée dans l'eau. Hein. C'était dur d'être un économiste qui disait « C'est pas grave la dette, c'est pas grave la dette. » La semaine dernière, le FMI, un repère de gauchistes, je vous laisse imaginer, le Fonds monétaire international nous dit en fait, on a fait une étude et il s'avère qu'en moyenne, l'austérité n'est pas efficace pour réduire la dette publique. Voire même qu'en moyenne, l'austérité, c'est-à-dire la réduction des dépenses sociales et des dépenses publiques, eh bien en fait, ça fait grossir la dette publique. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, en 2010, la Troïka arrive, elle fait une cure d'austérité, la dette explose. Aujourd'hui, on sait exactement pourquoi. Parce que l'austérité ne marche pas, en plus d'avoir une porte ouverte pour l'extrême droite. Et on a un effet récessif d'une augmentation des impôts. Donc il y a un coût de l'austérité. Donc nous, les économistes, quand on conseille, alors pas moi, on ne me demande pas mon avis, mais quand on conseille les gouvernements, on est un peu dans cet entre-deux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, moi, ce que je vous propose, mon point de vue, que je vous soumets et qu'on pourra débattre, c'est qu'il y a quelque chose qui est nécessaire actuellement. Il y a une nouveauté, entre guillemets, parce qu'on a l'impression qu'on vient de la découvrir, mais il y a cette nécessité de financer la bifurcation écologique et sociale.
Et tu l'as bien cité, hein, il y a un rapport, encore une fois, hein, c'est pas des ultra-gauchistes là non plus, un Pisani-Ferry, bon, c'est quelqu'un qui est assez dans le moule, on va dire. Et Mahfouz, qui nous disent que, en gros, il faudrait, pour atteindre une économie climatiquement neutre, il faudrait dépenser entre 25 et 34 milliards d'euros par an de dépenses publiques. Et il faudrait faire 70 milliards d'investissements en plus par an pour atteindre cette neutralité de l'économie. Et même Pisani-Ferry, Mahfouz disent, ça passera par l'endettement. On ne peut pas se permettre, en matière de finances publiques, on ne peut pas se permettre d'absorber ce changement climatique, enfin le financement de la bifurcation, on ne peut pas se permettre de l'absorber. Donc il va falloir s'endetter. Alors autant vous dire pour la petite histoire, je fais une petite parenthèse, mais ce rapport a été commandé par le Premier ministre, il a été rendu public, et la Première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, a dit « Ah, bon, merci ». Et il a fallu attendre 6 mois, parce qu'il y avait un embargo dessus, il a fallu attendre 6 mois pour que les auteurs disent bah, attendez, on a quand même bossé, on a 500 pages de propositions, ça doit sortir médiatiquement. C'est-à-dire que la Première ministre avait mis ça sous le tapis pour surtout pas qu'on en parle. Donc voilà pourquoi il faut, à mon sens, réduire la dette. Mais réduire la dette par l'austérité, c'est bête, c'est inefficace. Et donc, ouvrons le champ des possibles. Parce que si la dette, c'est lié à un discours politique, si la dette, c'est une construction sociale, historique, institutionnelle, ça veut dire qu'elle a un passé, elle a un présent, elle a un futur, et on peut imaginer ce qu'on veut. On pourrait imaginer ce qu'on veut ensemble, collectivement, ce soir, pour financer notre dépense publique et réduire la dette. Alors, il y a des choses très utopiques ou très radicales. On peut faire défaut sur la dette. La France peut dire, ben c'est bon, je rembourse pas. Voilà. Venez me chercher, comme dirait l'autre. Je rembourse pas. Bon. C'est un peu risqué, d'accord ? On peut réformer le financement de l'État. Ça, on pourra en discuter, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte, on a beaucoup de propositions dans ce livre-là, de dire, ben, en fait, sortons des marchés financiers. Revenons à un système où l'État, démocratiquement, collectivement, décide de son niveau d'endettement, décide du niveau des taux d'intérêt et décide de comment on se finance. Il y a aussi une réforme des règles budgétaires européennes, on pourra en discuter, mais cette règle des 3%, on ne doit pas dépasser 3% de déficit et on ne doit pas dépasser 60% de dette, ça n'a aucun fondement scientifique, ce sont des règles totalement idéologiques, on pourra en discuter. J'ai 2 anecdotes pour ça, je prépare les questions. J'ai 2 anecdotes super si vous avez une question autour de ça. Et peut-être le plus simple actuellement, ce serait de mener une réforme fiscale. Du moins, moi, c'est mon point de vue, alors c'est mes spécialités. Mon camarade Alban Pellegrini, qui a bossé sur les partis monétaires, on s'est engueulé gentiment quand on a écrit ce livre. Il disait mais non, mais c'est la BCE qu'il faut aller mobiliser. Moi je disais mais non, c'est la réforme fiscale. Donc, moi je vous propose, là où je suis le plus à l'aise. Réforme fiscale, ça veut dire quoi? Alors évidemment, si vous écoutez les économistes dominants et le gouvernement, ça veut dire qu'il faut baisser la dépense publique. Alors moi je suis tout à fait d'accord. J'ai regardé les différents volets budgétaires. J'ai regardé les différentes études qui ont été faites, notamment par la CGT, mais par un groupe de recherche lillois qui s'appelle le CLERC. Hop, on se rend compte que les aides publiques aux entreprises, 200 milliards par an, la plupart du temps, inefficaces au possible. Captées par les plus grands groupes, captées par les plus grandes firmes multinationales, inefficaces la plupart du temps d'un point de vue économique. Donc déjà, si on réduisait ça, 200 milliards, ça nous donne quand même un peu d'air. Les niches fiscales, les fameuses niches fiscales. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'études, et notamment commandées par le Sénat, par la commission d'enquête sur les dépenses publiques, etc., qui nous disent que, en gros, c'est 90 milliards d'euros par an, ces niches fiscales, qui ne rentrent pas dans le budget de l'État. Alors l'idée, c'est pas d'être radical, il y a plein de niches fiscales qui servent à quelque chose, qui servent réellement l'économie réelle. Mais, de l'aveu même, je dirais, du gouvernement, il y a 37% de ces dépenses fiscales qui sont jugées inefficaces d'un point de vue économique. 29% qui sont jugées peu efficaces. Je pense qu'on pourrait essayer d'aller chercher un petit peu là-dedans pour essayer de nous financer. Et il y a 17,5 milliards d'euros de dépenses fiscales qui financent directement des activités polluantes, brunes. Idem, si on veut faire une bifurcation écologique et sociale, il va falloir aller taper là-dedans. Bon. Ça, c'est un peu le discours facile, mais moi, je crois que c'était Michel Barnier, ou je ne sais plus quel Premier ministre, qui a dit « mais on est en déficit, donnez-nous des solutions ». Je vous en donne, voilà. Donc là, on peut réduire un peu la dépense publique, ça serait nécessaire. Côté recettes,
côté recettes, ça c'est génial, quand on s'intéresse aux recettes de l'État, on se rend compte que depuis 2017, l'élection d'Emmanuel Macron, les réductions de recettes publiques s'établissent à 76 milliards d'euros. C'est-à-dire que depuis 2017, l'État s'est coupé de recettes fiscales à hauteur de 76 milliards d'euros. Et je vous en ai listé quelques-unes, il y en a plein, hein, mais en gros, quand on a transformé l'ISF, transformation de l'ISF, ça nous fait perdre 5 milliards par an, pour une utilité assez nulle. Le CICE, ça nous coûte 20 milliards d'euros par an. Il y a eu 5 rapports différents d'une commission indépendante. Les 5 rapports vont tous sur la même ligne. Le CICE, il est inefficace. Il coûte cher et il ne produit pas les effets espérés. Bon. L'allègement de cotisations sociales, 25 milliards par an. Et après, on nous dit qu'il y a un trou de la Sécu. C'est parce qu'il y a des gens qui ne cotisent pas. Alors les gens, c'est pas vous, hein. C'est vous. Les grandes entreprises, par exemple. Fraude et optimisation fiscale, 60 à 80 milliards, voire, selon certaines estimations, 112 milliards. Ça veut dire que si on regarde du côté des recettes, on a plutôt une politique de l'offre qui vise à réduire les recettes publiques. Derrière, on n'arrive pas à réduire nos dépenses publiques, selon l'agenda gouvernemental. Et donc, on se retrouve entre 85 et 130 milliards de pertes fiscales par an. 85 à 130 milliards de pertes fiscales par an. C'est 2 fois le déficit public de la France en 2018. C'est aujourd'hui, le déficit actuel 2024, c'est 180 milliards à peu près. Donc vous voyez que si on avait eu une réforme fiscale dès le début, dès les années 2012, on va dire, eh bien, les recettes, elles seraient engrangées. Il y aurait eu des recettes publiques et on aurait comblé notre besoin de dépenses et en plus, on aurait très certainement fait des excédents et donc on aurait arrêté cette course en avant sur l'endettement public. Et c'est quasiment deux fois le budget de l'éducation nationale. Autre solution, alors je vais assez rapidement là-dessus, mais on pourra en discuter. On peut évidemment utiliser l'arme monétaire, c'est-à-dire qu'on peut essayer de demander à la BCE d'influencer les taux d'intérêt. On peut essayer de collectivement s'endetter en Europe pour avoir des taux d'intérêt un peu plus bas. Voilà, il y a plein de petites solutions comme ça. Et dernière solution qui va être proposée, qui va être mise sur la table, et d'ailleurs c'est souvent ça qu'on nous donne, c'est renouer avec la croissance. Si vous faites plus de croissance, évidemment que votre ratio dette sur PIB, donc dette sur croissance, diminue, ça fait plus de recettes fiscales, etc., etc. Le problème, c'est que ça semble très beau sur le papier, ça va augmenter nos recettes fiscales, mais on sait aujourd'hui désormais que la croissance a une empreinte écologique et que si on ne fait pas cette bifurcation écologique, si on ne cesse pas dès aujourd'hui, si on ne rompt pas avec ce dogme de la croissance économique, on va dans le mur. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en 30 minutes. Je disais, ça a peut-être été un peu vite, mais voilà ce qu'on pouvait dire en 30 minutes. Tu as dépensé ton prix. J'arrête de parler. Alors, il y a un point sur lequel... bon, directement la question. Parmi les raisons que vous aviez marquées tout à l'heure, il y avait le fait que les États, ou je sais plus, enfin, en tout cas, se sont dépossédés du pouvoir de créer de la monnaie. Enfin, je ne sais plus si c'est comme ça que c'est marqué, mais bon, c'est vrai en Europe. Ce n'est pas vrai dans le monde entier. Il y a des États qui ont encore le pouvoir de créer de la monnaie. Est-ce qu'ils le font? Ou bien est-ce qu'ils ont aussi recours au marché financier? Et si oui, pourquoi? Alors je sais qu'on dit souvent que c'est créer de la monnaie, c'est inflationniste. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à dire là-dessus. Lorsqu'on parle de déficit public, souvent les médias évoquent à la fois l'investissement et le fonctionnement. Je voudrais avoir votre avis, vous n'avez pas du tout évoqué. La partie fonctionnement-investissement, on dit qu'il y a de la dette qui est positive, qui est favorable, qui est fructueuse, l'investissement et pas le fonctionnement. J'aimerais que vous évoquiez ça rapidement si c'était possible. Vous avez montré le tableau avec un tableau comparatif avec la dette des différents pays et une notation de cette dette qui est en général un pourcentage par rapport au PIB. Et vous avez parlé aussi des actifs et du passif, en disant qu'avec les actifs, vous avez non pas de la dette, mais un positif de 12 000 euros par habitant. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte les
des actifs des pays. La France, par exemple, est comparée à la Grèce ou à l'Estonie. Or, elle a des infrastructures, elle a des actifs qui sont très importants, qui ne sont pas valorisés, et on ne compare pas du tout la dette par rapport aux actifs du pays. C'est-à-dire qu'un pays riche comme la France, à 111% de son PIB, on va le comparer à un autre pays qui a 115%. Mais l'autre pays, la Grèce ou d'autres pays, n'ont pas du tout les mêmes infrastructures et les mêmes ressources que la France. Et c'est là que je reste un peu dans l'incompréhension. Alors, sur le pouvoir de créer la monnaie, effectivement, il y a encore des États dans le monde qui ont ce pouvoir. Ça n'empêche que, j'ai peut-être pas été très clair, mais le fait de pouvoir créer la monnaie, ça n'a pas beaucoup de lien sur le financement de nos déficits et de notre dette. Ce sont des pays qui, quand même, passent par les marchés financiers parce que c'est devenu une convention mondialement acceptée qu'on ne peut pas se débrouiller sans les marchés financiers et on serait plus ou moins attaqué si on ne le faisait pas. En revanche, le pouvoir de la monnaie, ça peut nous permettre de faire fluctuer ce déficit. Si on crée plus de monnaie, on peut éviter d'avoir du déficit puisqu'on crée de l'argent, etc. Je fais juste une petite parenthèse sur est-ce que ça crée de l'inflation? Eh bien, en fait, pas forcément. C'était le cas dans les années 70. La planche à billets crée de l'inflation, ça c'est vrai. On a bien vu que pendant la crise de 2010, il y avait eu énormément d'efforts des États pour créer la monnaie, et notamment la BCE, sans que pour autant il y ait de l'inflation qui soit augmentée. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que les économistes mainstream, dominants, ont cette idée de dire attention, surtout pas de dépenses publiques, surtout pas de création monétaire, ça crée de l'inflation. Et aujourd'hui, ils sont un peu embêtés puisque depuis 2010, il y a eu beaucoup de création monétaire sans inflation. Et l'inflation actuelle, on a essayé de nous faire le coup. Mais on nous a dit, ah ben regardez, en fait, c'est le retour des années 2010 de là. Et en fait, non, pas du tout. On se rend compte que, pour la petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais l'inflation actuelle, elle est largement définie comme étant ce qu'on appelle la greeding inflation. Donc c'est de l'inflation tirée par les profits. En gros, on s'est rendu compte que, ah tiens, dans notre monde capitaliste, on avait une crise sanitaire, une crise économique, qu'on en profitait les grands groupes, ils en ont profité pour augmenter leurs marges, augmenter leurs prix, augmenter leurs profits. Et ils se sont servi des aides, notamment publiques auprès de l'État, pour augmenter leurs marges et augmenter leurs profits. Et c'est ça qui explique l'inflation actuelle, pas du tout la création monétaire. Donc du coup, la création monétaire, c'est plutôt un outil pour éviter ou pour financer sa dépense publique, plutôt que passer par l'endettement, mais l'endettement reste par les marchés financiers. Sur la différence entre investissement et fonctionnement, alors vous avez... je n'ai pas montré ce graphique-là, mais si on enlève les dépenses d'investissement de notre solde budgétaire, c'est-à-dire de notre déficit ou de notre excédent public, on se rend compte que finalement, à part pendant des crises, mais en gros, le fonctionnement normal de l'économie française, en dehors des investissements, en fait, on serait plutôt en excédent budgétaire. C'est-à-dire que pointer du doigt le fait que les fonctionnaires coûtent trop cher ou que les services publics coûtent trop cher, etc., c'est pas forcément vrai. Et il y a beaucoup d'études, notamment, je prends souvent ce cas-là, j'ai pas les chiffres en tête, désolé, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que notamment le fonctionnement de la Sécu en France est bien moins cher en termes de fonctionnement, en termes de traitement de dossiers, c'est bien moins cher que les mutuelles et les choses par le privé. Donc finalement, cette idée aussi, mais qui participe au discours un peu dominant, de dire que les fonctionnaires nous coûtent trop cher, etc., ben en réalité, on a une certaine... Alors parce que je suis fonctionnaire, je me mets dedans, mais on a une certaine efficacité, on crée aussi du PIB, parce que les fonctionnaires ne sont pas inactifs, on crée de la valeur économique, et finalement, on ne coûte pas beaucoup plus cher que ça en fonctionnement. Et là, voilà, c'est un peu l'exemple de dire que même si on n'investissait pas, si on enlève l'investissement, on est quand même, hors période de crise, en excédent. Et enfin, pourquoi on ne prend pas en compte en gros les actifs, notamment des pays riches, etc. Eh bien, c'est une très bonne question, mais là encore, on en revient à un discours politique. Parce que, figurez-vous qu'effectivement, les agences de notation prennent en compte notre patrimoine, prennent en compte nos actifs. Les agences de notation, pourquoi elles sont rassurées? Parce qu'elles savent très bien qu'on a des autoroutes très bien entretenues, mais on a des autoroutes entretenues, des hôpitaux, des services publics, un cadre légal qui est satisfaisant. C'est ça, quand je disais la stabilité, on en a rigolé, mais c'est ça. Et donc, c'est assez intéressant de voir que les marchés financiers sont très au courant de ça, mais dans le discours médiatique et dans le discours politique, il faut créer de l'angoisse. Et créer de l'angoisse, ça nous permet d'avoir un agenda sur on réduit les dépenses sociales, on tape sur le RSA, etc., etc. Mais effectivement, les agences de notation, quand elles nous donnent des notes, elles vont regarder
qu'est-ce qu'on emprunte et qu'est-ce qu'on en fait exactement. Oui, bonsoir. Il y a une petite musique. Oui, une petite musique actuelle qui tend à attribuer le rôle de la dette publique aux collectivités locales et notamment à ces investissements. Alors, on sait très bien que les collectivités locales sont les principales à investir, notamment dans le domaine de la transition écologique, sur ces investissements-là. Et on tend à leur attribuer les causes de la crise de l'endettement actuel. Donc, alors que ce mécanisme peut être allègrement démonté, et même les cabinets comme Clover, qui ne sont pas des extrêmes etc., le démontrent à longueur de semaine. Je vais savoir ce que vous pensez. Oui, merci. Moi, je voulais venir sur la question du taux sur votre gauche. Donc, je veux revenir sur la question du taux de prélèvement obligatoire, où on nous bassine avec ça en disant que la France est le record mondial du taux de prélèvement obligatoire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que dans ces histoires de taux de prélèvement obligatoire, on ne compare pas des choux et des navets? C'est-à-dire qu'en France, ben, on a un certain taux, c'est vrai, mais si on compare aux États-Unis, et si on rajoutait à l'états-unien de base le coût qu'il a réellement pour sa santé, pour sa retraite, etc., nous on l'a mutualisé, est-ce qu'on ne serait pas finalement sur des choses comparables, voire même plus favorables pour nous? Merci. Oui, sur un des schémas, on a vu un pays très endetté. Il m'a semblé avoir reconnu le Japon. Ma question c'est comment fait le Japon? Quelle pression est-il fait sur le Japon, sachant que c'est un pays qui n'a pas ou très peu de sécurité sociale? Alors, sur les administrations publiques locales, c'est une très très bonne question, et il faut le dire. Alors déjà, vous avez ce graphique qui commence un peu à vous répondre. Vous voyez qu'en bleu, c'est les administrations publiques locales. Par rapport à la dette de l'État, ça pèse quand même pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est, et vous l'avez très bien rappelé, aujourd'hui, 80% des investissements en France sont réalisés par les administrations publiques locales. Donc c'est un acteur majeur pour investir et pour faire le moteur de l'économie. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne dit pas souvent que dans les règles budgétaires des... Alors, je ne suis pas spécialiste, mais des spécialistes m'en ont parlé. En gros, une administration publique locale ou une collectivité locale n'a pas le droit de s'endetter. Et donc, on dit, ah ben c'est votre dette qui nous pose problème. Donc, voilà, vous avez bien résumé la chose, c'est que c'est trouver, encore une fois, un bouc émissaire pour éviter de parler des choses qui réellement creusent notre déficit et notre dette publique, ce que je vous ai montré sur les réductions de recettes fiscales. Et le dernier élément sur cet endettement des administrations publiques locales, c'est que aussi, mais ça vous semblez être bien au courant, les difficultés actuelles des administrations publiques locales, encore une fois, elles ont été créées aussi par l'État. L'État a décidé notamment de dire taxe d'habitation, c'est fini. Alors on peut être pour, on peut être contre, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais elle a décidé que c'était un des moyens de se financer des administrations publiques locales, c'est fini. La CVAE, voilà, contribution de l'OP, hop, c'est fini. Et on leur a dit, bah, on va vous aider un peu, mais pas tant que ça. Bah, forcément que derrière, ça crée du déficit, ça crée des problèmes en termes d'endettement, etc. Mais, encore une fois, choix politique. Choix politique de, ce qu'on dit souvent, enfin, si vous avez suivi malheureusement la situation des universités, c'est on affame la bête, start the beast. C'est-à-dire qu'on va vous affamer, puis on va vous dire, les universités, regardez, c'est mieux quand c'est privé, ou les collectivités locales, vous pouvez faire un effort quand même, regardez, vous nous endettez. Bon, bref. Mais vous avez effectivement raison de rappeler ces choses-là, de dire que finalement la dette des administrations publiques locales, ça pèse pas grand-chose, et en plus, légalement, elles n'ont pas le droit, sauf sous très grosse contrainte, de s'endetter. Sur le taux de prélèvement obligatoire, c'est aussi une très bonne question, je suis très content que vous l'avez posée. Alors déjà, j'aimerais faire un peu de pédagogie sur ce taux de prélèvement obligatoire. Aujourd'hui, en France, il est de 43 et quelques %. Alors, n'allez pas sortir, s'il vous plaît, de cette pièce en disant « Oui, le monsieur, là, à la chaire, il a dit que 43% de ce qu'on gagnait, il était pris par l'État. » Non, c'est d'une absurdité totale, puisque les prélèvements obligatoires ne sont pas une part de PIB. Le PIB, c'est assez utile pour les économistes, c'est que ça nous permet de comparer plein de choses. Mais en gros, 43% de prélèvements obligatoires, ça ne veut pas dire qu'on vit dans un pays communiste, ça se saurait. Parce que souvent le discours c'est de nous dire « Ah bah oui, ça veut dire que l'État nous prend quasiment 50% de la richesse qu'on crée. » Bah non, c'est pas du tout une part, c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est les champions du monde.
j'allais dire, encore heureux. Mais bon, c'est un discours un peu descriptif. Mais on est les champions du monde, mais parce que vous avez entièrement raison, on compare des choux, des navets, des patates, des choses, on compare des choses totalement incomparables. Il y a une explication, une seule, au fait qu'on soit les champions du monde du prélèvement obligatoire. Ce sont les cotisations. C'est parce que dans ce taux de prélèvement obligatoire, on inclut les impôts, les taxes et les cotisations. Évidemment que si vous allez aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Australie ou dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas de cotisation, donc ils ont un taux de prélèvement obligatoire qui est moindre. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'avoir un cancer aux États-Unis plutôt qu'en France? Pas sûr. Et d'ailleurs, il y a plein de stars qui font de l'évasion fiscale. C'était le cas de Feu Johnny. Johnny faisait de l'évasion fiscale et il venait se faire soigner en France quand même. Parce que bon, ça reste sympa de venir se faire soigner en France. Donc voilà, l'idée, vous avez tout à fait raison, on compare des choses qui sont incomparables, et là où vous avez encore plus raison, alors j'ai pas les chiffres en tête, désolé, je pensais pas passer le grand oral de Sciences Po ce soir. Donc j'ai pas les chiffres, mais en fait, il y a eu beaucoup d'études comparatives, et en réalité, mais je crois qu'on le dit dans le livre, je vous invite à aller voir le chapitre, je crois qu'on le dit dans le livre, où on compare le montant dépensé réellement par les Nord-Américains et par les Français, et en réalité on se rend compte que ça coûte plus cher de vivre aux États-Unis. Certes, vous êtes moins taxé, mais vous avez nécessairement, normalement, un salaire plus élevé pour vous permettre de financer votre propre retraite, votre propre maladie, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, après c'est une question politique, c'est pas votre point de vue, mais c'est une question politique à avoir. Est-ce qu'aujourd'hui on est satisfait de notre modèle social? Est-ce qu'on veut défendre notre modèle social basé sur des cotisations? Si la réponse est oui, alors soyons fiers d'être champions du monde. Si la réponse est non, alors assumons le fait que derrière, ça sera le privé qui va prendre tout, et que quand c'est réalisé par le privé, je rebondis sur la question précédente, mais quand c'est réalisé par le privé, c'est toujours plus cher. Pourquoi? Parce que le privé fait du profit. Point final. C'est simple, basique comme équation. Si vous faites faire quelque chose par le privé alors que c'était fait par le public, ils vont introduire une notion bizarre, mais qui s'appelle le profit. Donc ça va être plus cher. Et le Japon, alors effectivement le Japon, alors ça c'est assez intéressant, le Japon il est tout en haut, effectivement. Donc il a plus de 200, à mon avis, il est à 250% de dette du PIB. Donc c'est la chose qui embête le plus les économistes parce que ça nous perturbe dans nos estimations statistiques. Parce que s'il n'y avait pas le Japon, on pourrait trouver une limite d'endettement. Mais le Japon, il fait tout exploser. Alors pourquoi le Japon, ça tient? Pour plusieurs raisons. Le Japon tient parce que déjà, il dispose du pouvoir de sa monnaie. Le Japon tient parce que la très grande majorité de sa dette publique est détenue par des locaux, par des nationaux. Donc il n'y a pas cette tension de dette détenue par l'étranger. Et le Japon, malheureusement, là pour le coup, c'est un pays très vieillissant, mais avec une très 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 forte épargne. Et donc finalement le Japon permet de financer la retraite, le modèle social, etc. de ses retraités parce que les retraités japonais vont épargner auprès de l'État, vont acheter de la dette publique, récupérer des intérêts, et donc finalement le choix de société ou le modèle économique et social du Japon, c'est nécessairement d'avoir une forte dette publique. Mais ça pose aucun souci en termes de financement et en termes de viabilité. On ne dirait pas que le Japon est au bord du cataclysme. D'accord? Donc voilà, en gros, c'est encore une fois une idée de vous dire que la dette publique, c'est une construction politique, historique, sociale, institutionnelle, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, c'est le résultat aussi de choix politiques différents. Le Japon a 260% de dette publique, mais ils ont des choix de société différents que l'Allemagne, où ils ont à moins de 75%. Après, chacun fait ses choix. La première, vous avez expliqué que l'État se finançait sur les marchés financiers et qu'avant les années 70, ce n'était pas le cas. Et j'ai compris que vous suggériez qu'il y avait d'autres solutions de financement. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, expliquer quelles seraient ces alternatives de financement? Donc, ça c'était la première question. La deuxième question, dans les solutions pour réduire l'endettement, vous avez listé la fraude et l'optimisation fiscale en disant que ça représentait entre 60 et 80 milliards, éventuellement plus. Bon. Je comprends ce qu'il y a derrière, mais je ne comprends pas comment vous voulez éradiquer ça, comment vous voulez récupérer l'argent, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des inspecteurs fiscaux, il y a déjà des gens qui essaient de lutter contre la fraude, donc comment vous voulez récupérer cet argent? Oui,
Je constate qu'il y a un grand écart dans les analyses. J'aurais voulu savoir ce qu'on enseigne à l'université, d'une façon générale. Alors, sur la première question, je vais prendre un peu le temps parce que je ne pourrais pas aller très loin, mais au moins pour qu'on ait tous en tête cette idée-là. Si vous voulez aller plus loin sur les autres modalités de financement, vous avez le superbe bouquin de Benjamin Lemoine, L'ordre de la dette, qui explique très bien ça. Alors avant les années 70, on avait un système qui s'appelait le circuit du trésor. Le circuit du trésor, c'était un système hors marché. C'est-à-dire que, je résume à grands traits, d'accord, mais c'est à peu près le cas, c'était un système dans lequel l'État français décidait de ses conditions d'emprunt. Le système n'était pas parfait. C'est comme toujours, on essaie toujours de répliquer historiquement, le système n'était pas parfait, mais ça avait ce bénéfice de se dire, c'est nous, collectivement et démocratiquement, qui choisissions nos conditions d'emprunt. Et notamment, il y avait quelque chose de très simple. L'État disait aux banques, eh bien, là, j'ai besoin de l'argent, vous allez me prêter à un taux d'intérêt de 2%. Si les banques françaises disaient non, ah, vous me dites non, eh bien, votre licence bancaire, à dégager. On dit quoi maintenant? Ah, bah oui, d'accord, ok, très bien, merci, c'est bien de négocier avec vous. Donc, vous voyez, il y avait un pouvoir de négociation, notamment sur le fait des licences bancaires. Il y avait aussi, dans ce circuit du Trésor, un fléchage de l'épargne, c'est-à-dire que lorsque les banques collectaient l'épargne des Français, ils étaient obligés, légalement, et pour vous dire encore une fois que c'est des décisions politiques, ils étaient obligés légalement une partie de cette épargne, l'utiliser pour financer l'État, à un taux d'intérêt parfois égal à 0. Il y avait une partie des prêts qui était à taux 0. Il y avait une partie des prêts qui était à 2%, 3%, mais décidée encore une fois par l'Assemblée nationale, par le ministère de Bercy, etc., etc. Donc, en réalité, c'était un fonctionnement qui mettait la démocratie au centre et qui disait on est élu, on doit garder les moyens de se financer selon nos propres conditions. Et évidemment que dans les années 70, quand on a commencé à libéraliser le marché, alors ce système, je ne rentre pas dans les détails, mais il a eu quelques grains de sable, et à partir du moment où on mettait des grains de sable dans un système, les libéraux en profitent pour dire bah, ça ne marche pas, on va privatiser. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé en disant mais finalement, est-ce que c'est pas un peu trop autoritaire? Est-ce que finalement on ne s'endette pas trop haut? Et en fait, l'idée qu'on nous a vendue, mais ce qui est l'idée pour tout de ce monde libéral, c'est de dire si on laisse faire les marchés financiers, on aura une décision neutre et on se financera à des meilleurs taux. Parce que les marchés financiers n'ont rien à voir avec nous et ils vont décréter selon l'offre, la demande, la beauté des courbes des économistes et ils vont décider de notre taux de financement, mais on va y gagner. Résultat des courses, en fait, on y a plutôt perdu. Et voilà, l'idée, je ne rentre pas dans le détail, mais on le dit dans le bouquin, l'idée c'est que voilà, il y avait une autre modalité de financement basée sur l'État décide et impose aux banques. Alors qu'aujourd'hui, c'est les banques et les marchés financiers qui décident et qui imposent à l'État. Donc ça, c'était sur votre première question, qui s'appelle le circuit du trésor. Sur la fraude fiscale, c'est évidemment un poil populiste, entre guillemets, de parler de ça, mais c'est quand même assez intéressant parce que, encore une fois, la fraude fiscale n'est possible et est faite que parce que légalement on la rend possible. Ou parce qu'on organise les choses. On a effectivement, aujourd'hui, on a des services qui s'occupent de la fraude fiscale. Ces services, alors j'ai plus en tête, mais il y a des chiffres sur différentes études, et je crois que ce service il a été divisé par 2 en termes d'effectifs. En 20-30 ans, divisé par 2. Et d'ailleurs, là, Bercy, très récemment, l'année dernière, je crois qu'on a récupéré quelque chose comme 13 milliards d'euros liés à la fraude fiscale. Ça veut dire que c'est possible. Donc, je ne vous dis pas qu'on récupérera 80 milliards ou qu'on récupérera toute la fraude fiscale. C'est impossible. Par contre, si on arrive, nous on l'estime dans le livre, on estime à peu près probable, j'ai plus les chiffres en tête, mais de l'ordre de 40 à 50 milliards, la moitié en gros qu'on pourrait, parce que si vous voulez, l'idée qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, sans effort et avec les effectifs qu'on a, on arrive à récupérer entre 13 et 20 milliards l'année dernière. Donc si on fait un petit coup de pouce sur les effectifs, si on fait un petit effort, on pourrait arriver à 40-50 milliards, ce qui d'ailleurs n'est pas négligeable. Et encore une fois, je vais vous prendre la tête, vous allez rêver de ça cette nuit, mais encore une fois, c'est politique. C'est-à-dire que très récemment, les États se sont dit « Ah, mais en fait, cette fraude fiscale, ça nous embête quand même. On n'a plus de ressources, nous. » Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, il y a l'OCDE qui a concerté l'ensemble des pays dans le monde et qui ont décidé d'une taxation minimale sur les firmes multinationales.
Alors c'est que dalle, c'est 2 ou 3%, mais politiquement, c'est énorme. C'est-à-dire que si vous aviez dit ça dans les années 90, on va taxer les multinationales au minimum de l'ordre de... enfin, bref, un minimum de pourcentage, ça aurait fait hurler. Aujourd'hui, politiquement, ça devient possible, parce qu'on est en face du mur. Donc, cette idée, c'est que je m'en sers toujours de cette fraude fiscale, et j'ai souvent cette question-là de dire, mais c'est un peu utopique de vouloir tout récupérer. Oui, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce qu'une fois qu'on va voter, une fois qu'on va... En fait, il y a des moyens de pression pour dire, en fait, ça existe. Et que politiquement et légalement, on a les moyens de, au moins, essayer de la limiter. Alors, qu'enseigne-t-on à la fac à Rennes 2 ou... Alors, 3 minutes. Ouais, très rapidement. Ce que je qualifie des économistes dominants et mainstream, c'est parce qu'aujourd'hui, depuis les années 80, on a plutôt un enseignement de la théorie libérale et néolibérale dans les facs françaises. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'à Bercy, par exemple, la plupart des économistes de Bercy sont issus de facs où ils ont appris la théorie libérale, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 2000, pendant la mondialisation heureuse, pendant la dérégulation libérale, il y avait une étude qui a été faite, les facs en France n'enseignaient plus Marx. Parce que Marx, c'était de la philo, c'était de l'histoire, c'était... Voilà. On enseignait à tout le monde que les crises financières n'étaient pas possibles. Bon, en 2008, on s'est retrouvé un peu mal, et on s'est dit, il faut peut-être enseigner autre chose. Mais il y a encore des bastions, qu'on appelle des bastions hétérodoxes, donc Rennes 2 notamment, qui essayent d'avoir un discours un peu différent et qui essayent d'enseigner ça. Mais globalement, les facs en France enseignent plutôt la version libérale. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que, petite anecdote, mais j'ai fait un débat un jour avec Arnaud Montebourg, qui a été ministre de... Alors, pas de l'économie, mais de l'industrie, etc. Et il m'a posé un peu la même question, parce qu'il me disait, mais le problème que j'avais quand j'étais ministre, j'avais une idée, et je demandais à mes économistes de mettre en œuvre leur modèle mathématique pour essayer de voir les impacts, les effets de mon idée. Et il me disait, le problème c'est que toutes mes idées avaient des impacts négatifs. Et il me dit, quand j'ai essayé de creuser, en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient tous les mêmes modèles. Et donc il a dû aller chercher des économistes ailleurs, ce qui a fait hurler à Bercy, en disant, mais est-ce qu'on ne peut pas faire tourner d'autres modèles qui pourraient dire autre chose, avec d'autres hypothèses? Et ça lui a été reproché pendant très longtemps. Donc en gros, on est dans un moule. Aujourd'hui, les étudiants, et d'ailleurs, nous, une collègue ici, mais on enseigne à Rennes 2, on dit toujours Rennes de la Rouge, ou etc., etc., mais en réalité, on enseigne une façon de voir l'économie, et on ne dit jamais qu'à la Toulouse School of Economics, d'ailleurs, ils font de l'idéologie. C'est-à-dire que moi, quand je suis interrogé, on va me dire, oui, mais vous faites de l'idéologie, mais quelqu'un qui prône le fait qu'il n'y ait pas de crise financière, que les marchés financiers s'autorégulent, que les choses sont bien, etc., etc., c'est de l'idéologie. Et à un moment donné, il faut assumer, l'économie, c'est politique. Et donc, à partir du moment où on accepte que l'économie, c'est politique et c'est une science humaine et sociale, c'est pas une science mathématique, c'est pas une science exacte, alors, effectivement, on a des façons différentes de l'enseigner. Ce qui m'empêche pas, moi, de donner l'esprit critique à mes étudiants, c'est-à-dire je leur montre toujours, voilà ce que disent les libéraux, voilà ce que disent les keynésiens, en gros, l'autre partie, maintenant, débrouillez-vous, faites-vous votre propre avis. Mais c'est très compliqué, pour finir sur ça, j'avais 3 minutes, c'est un sujet passionnant. Ce qui est très compliqué, ça va peut-être un peu mieux, mais pendant très longtemps, en gros, pour devenir prof à la fac, il faut faire une thèse. Selon l'orientation de votre thèse, vous étiez ostracisé. Et globalement, moi, je sais que je suis maître de conférence aujourd'hui, j'ai à peu près 1% de chance de devenir professeur des universités, c'est-à-dire le grade le plus élevé. Parce que j'ai pas l'idéologie dominante, entre guillemets. Donc il y a vraiment des batailles idéologiques. Et d'ailleurs, il y a une association française d'économie politique, qui a bien montré ça dans des études. La plupart des licences en économie-gestion n'enseignent pas Marx, ou enseignent des choses très 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 mainstream sur les lois de l'offre et de la demande, le fait que les marchés s'autorégulent, il ne faut pas que l'État intervienne trop, etc., etc. Et c'est des choses, en fait, on biberonne les étudiants français dès la première année, jusqu'à la 5e année de leur étude, et ils n'auront rien vu d'autre. Donc voilà, pour répondre à votre question. Oui, vous avez employé une expression, rouler sa dette. Est-ce que je dois la traduire par crédit revolving dans le vocabulaire d'un ménage? Et effectivement, si on fait du crédit revolving en permanence, comment est-ce qu'on peut atteindre le modèle japonais de financer sa dette avec l'épargne? Et puis, moi, je croyais que certains financements de l'épargne française devaient financer
plutôt du développement français, notamment du bâtiment. Je pense au logement social, qui est un peu à la ramasse en ce moment, puisqu'il semblerait qu'on manque cruellement de logements sociaux. Effectivement, si on détourne l'épargne populaire pour l'orienter vers autre chose, on ne sortira pas du crédit revolving qui nous embête et on ne réussira pas à avoir un développement cohérent dans nos territoires. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réforme des règles budgétaires européennes? Je me demandais si vous n'aviez pas une petite histoire à nous raconter au sujet de la méthode hyper rigoureuse qui a été mise en place pour définir les 3% de dette publique. Vous allez croire que j'ai fait venir des gens que je connais dans la salle, juste pour vous raconter mes anecdotes. Alors, sur rouler sa dette, il y a plusieurs explications de pourquoi, malgré le fait qu'on roule sa dette, celle-ci continue à augmenter. La première raison, c'est qu'on continue à faire des déficits. Donc, si on a emprunté 1 milliard, au bout de 10 ans, on va réemprunter 1 milliard pour rembourser notre crédit précédent, mais on va avoir en fait besoin de 2 milliards de plus parce qu'entre-temps, on a fait des déficits, notamment avec la politique fiscale, etc. Donc en fait, c'est pour ça que la dette ne cesse d'augmenter, c'est qu'on emprunte pour rembourser les crédits précédents, mais on emprunte plus que nécessaire parce qu'on a des besoins qui viennent nous nourrir. Et la question de l'épargne, c'est qu'en fait, on se rend compte que malheureusement, et malgré tout ce qu'on dit, c'est que l'épargne et les plus riches ne sont pas patriotes. Pas du tout. Et que, en gros, mais d'ailleurs c'est leur rationalité, on ne peut pas leur reprocher, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent et qui en veut encore plus, un milliardaire, eh bien, il va choisir le placement financier le plus rentable pour lui. Et comme nous, en France, on ne flèche pas l'épargne vers le financement de notre dette publique, on flèche pour les logements sociaux, pour plein de choses comme ça, mais comme on ne flèche pas notre épargne pour la dette publique, eh bien la rentabilité n'est pas assez intéressante et on préfère placer notre argent ailleurs. Et donc, c'est ça aussi le problème de ce système de rouler sa dette. C'est intéressant, mais pour qu'il soit réellement efficace, il faudrait éviter les déficits, pour éviter que la dette augmente. Et aussi, alors, il y a aussi une question, un dernier élément, c'est les taux d'intérêt. C'est-à-dire que si vous empruntez aujourd'hui à un taux d'intérêt de 1%, vous remboursez votre milliard d'euros dans 20 ans, mais si pour le rembourser, ce milliard d'euros, vous empruntez désormais à 3%, eh bien vous voyez que en fait, votre dette elle ne cesse d'augmenter, puisque 20 ans plus tard, il va falloir rembourser ces 3%, etc. etc. Et donc c'est pour ça aussi ce que je vous disais depuis le début, d'où vient la dette publique. En grande partie, ça vient de cet effet boule de neige, du fait qu'on paye des intérêts des fois trop importants par rapport à notre croissance économique. Alors, sur la réforme des règles budgétaires, et du coup, ça revient, les deux questions sont en lien. C'est assez intéressant parce que, donc, à partir de 1986, on a décidé dans l'Union européenne d'essayer de tenter d'harmoniser nos fiscalités, nos politiques publiques, etc., pour installer l'euro. Et en gros, l'idée c'était de faire converger les économies pour que ça soit moins difficile à régler. Parce que si vous avez une économie avec 100% de dette et une autre avec 20% de dette, ça ne se gère pas du tout la même chose. En termes de taux d'intérêt monétaire, c'est pas du tout la même chose. Donc on a essayé de les faire converger. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de trouver des règles. Alors c'est les Allemands, les Allemands, là pour le coup, en matière économique, ils aiment beaucoup les règles. Et donc on a proposé cette règle des 3% de déficit et des 60% de dette. Sur les 3%, c'est assez intéressant. C'est un monsieur qui raconte ça, un Français qui s'appelle Guy Abeille. Alors si vous voulez avoir l'histoire complète, c'est formidable, vous tapez Guy Abeille, il a été interviewé. Mais en gros, c'était sous Mitterrand. La base de ces 3%, c'était sous Mitterrand. Mitterrand, il en avait marre que les ministres frappent à sa porte pour demander des crédits. Et donc il a dit à ses économistes de Bercy, trouvez-moi n'importe quoi, mais trouvez-moi une règle pour que je puisse dire non à mes ministres. Et donc, alors Guy Abeille raconte ça, mais c'est, vous avez aimé ces Français. Ils se sont réunis, ils ont commencé à boire des coups, restaurants, machin et tout. Ils ont dit, allez, 6%. Oh, 6%, quand même, c'est beaucoup. Allez, 1,5%. Et là, Mitterrand leur a dit, non, 1,5%, on est déjà à 1, ça ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, etc. Et Guy Abeille, l'un des personnes présentes, a dit, eh ben 3%. 3%, ça va plaire aux Français, c'est la Trinité, ça parle aux Français, catholicisme, etc. Allez, 3%. Bon, et donc Mitterrand a dit, moi mes économistes, ils m'ont donné une règle de 3%, vous ne pouvez plus frapper à ma porte. Très bien. On a oublié un peu cette règle, et quand on a construit l'Europe, notamment sous Delors,
Delors a récupéré des économistes français, et quand on a commencé à négocier avec l'Allemagne la monnaie unique, l'euro, les Allemands nous ont dit non mais par contre il faut s'entendre sur une règle, parce que alors, les Allemands ils sont pour la règle d'or budgétaire, zéro déficit. Et donc ils ont dit vous les Français, vous les pays du Sud, là, les cigales, il va falloir trouver une règle. Et les économistes français qui étaient à l'époque chez Mitterrand ont dit bah, nous on en a une qui a vachement bien marché, 3%. Et les Allemands ont dit mais génial 3%, la Trinité, etc. Ça va parler à tout le monde. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude économique, aucune, qui vous dit pourquoi 3%. C'est politique, idéologique. Sur les 60%, c'est encore plus, j'allais dire, grave. Pendant très longtemps, donc dans les traités européens, on n'a pas le droit de s'endetter à plus de 60%. Donc ça, c'était dans les années 86, 90, etc. Et le grand jeu des économistes, c'était de montrer, prouver que à partir de 60%, c'était la catastrophe, les 7 P d'Égypte. Bon, on n'a jamais réussi. Et d'ailleurs, de 60%, parce que 60% c'était juste un poil au-dessus des endettements à l'époque, qui étaient aux alentours de 40-50%. On a dépassé les 60%, pas de catastrophe. On a dépassé les 90%, pas de catastrophe. On a dépassé les 100%, pas de catastrophe. Ça embête les économistes libéraux. Et en 2010, je crois, 2010, magnifique. On a 2 économistes américains qui ont été prix Nobel entre gros guillemets, qui ont été prix Nobel d'économie en hommage, enfin prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en économie. Bref, ils sortent un article qui nous dit, à partir de 90% d'endettement, c'est la catastrophe. Chômage, taux de croissance en baisse, inégalité, etc. Mais c'était vraiment les 7 plaies d'Égypte, ils nous disent, faut pas dépasser 90% du PIB. Mais là, je vous jure, médiatiquement, c'était du pain béni. C'est-à-dire que toutes les télés étaient en boucle en disant « La France, on est à 88%, les économistes américains ont prouvé que 90%, c'était après ça, c'était la terreur, etc. etc. » Ok. 2 ans après, il y a un petit étudiant d'Harvard, je crois, qui veut faire son mémoire de recherche sur cette étude. Il récolte des données, il fait tourner les mêmes modèles, pas de conclusion. Bon, c'est bizarre et tout. Son directeur de mémoire, très connu, lui dit « Écoute petit, c'est des prix Nobel, t'as fait une erreur quelque part. » Et mec persévérant, il dit non, j'ai pas fait d'erreur, etc. Il contacte les auteurs, et les auteurs, assez naïfs, leur envoient la base de données en disant voilà les données qu'on a utilisées pour notre article, vous pouvez répliquer, vous allez voir. Ils répliquent, ils ne trouvent pas la même chose. Et en fait, ils se rendent compte que nos experts économiques dits prix Nobel, eh bien en fait, ils ont fait une erreur de fichier Excel, et ils ont oublié 3 pays qui sont en gros le Japon, la Norvège et je ne sais plus quel autre pays, qui ont des très fortes dettes publiques et des très forts taux de croissance. Oh, ils les ont oubliés. Et quand on réintègre ces pays dans les données, ben, l'étudiant montre qu'il n'y a aucune conclusion. On n'a pas de seuil limite. C'est-à-dire qu'à partir de 80%, il y a des pays qui ont plus de croissance, il y en a qui en ont moins, il y en a qui ont plus d'emplois, il y en a qui en ont moins, etc. Alors ce qui est assez rigolo et triste en même temps pour notre discipline, c'est que l'étudiant a été complètement ostracisé. Et les auteurs ont à peine fait un memento dans une revue en disant oui, alors il y avait 3 lignes, genre oui, on s'est trompé. Mais l'article est toujours en ligne, il est toujours disponible, vous pouvez toujours le lire, il est toujours cité dans la littérature économique, alors qu'on a prouvé qu'il était faux. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, pour rebondir sur la réforme des règles budgétaires, moi, c'était quand on a écrit le livre, comme je l'ai dit, c'était un peu mon dada de dire si on doit s'attaquer à quelque chose, on va s'attaquer à la fiscalité, à ces règles budgétaires qui sont débiles, plutôt que s'attaquer à la BCE qui me semble être un plus gros morceau. Mais en réalité, par cette anecdote, ça nous fait sourire, mais ça nous montre que ces règles, elles sont largement politiques et idéologiques. Et donc, moi, ça ne me dérange pas, très honnêtement, ça ne me dérange pas d'avoir des règles. Mais pour moi, il faut qu'elles soient démocratiquement décidées ou scientifiquement validées. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est la Commission européenne qui nous les a imposées. Les scientifiques n'ont pas réussi à prouver. Donc, moi, je me sens légitime en disant, ben, finalement, on a le droit de les critiquer. Et on a le droit d'avoir des règles, mais il faut qu'elles soient définies collectivement. Et d'ailleurs, ce qui va un peu dans mon sens par rapport au débat avec mes co-auteurs, c'est que Covid, ces règles, elles ont explosé. Et la Commission européenne elle-même a dit, ok, on suspend. On suspend, même d'ailleurs dès 2010, on a commencé à suspendre, et on menaçait les pays de les mettre sous tutelle ou sous procédure de déficit excessif. On ne l'a jamais fait. Là, aujourd'hui, la menace, elle revient, mais encore une fois, ça serait, moi je trouve intéressant d'avoir un président de la République, français ou pas français, mais qui dit, ben, pourquoi je respecterai vos règles? Il n'y a aucun fondement scientifique, il y a un fondement idéologique, pourquoi je respecterai vos règles?
Et on en rediscute, et on en redéfinit collectivement d'autres. Donc voilà l'idée sur la réforme des règles budgétaires. Pour moi, c'est une des choses à mener, un combat à mener en Europe, de dire, si on veut se donner des règles, ok, mais d'ailleurs, ça a commencé à être fait, puisque Ursula von der Leyen a commencé à dire, bon, peut-être qu'il va falloir faire beaucoup d'investissements pour la transition écologique, peut-être qu'on pourrait imaginer sortir les dépenses liées à la transition de l'endettement et du ratio, etc. Donc vous voyez que, en fait, les règles, elles sont mouvantes et on peut en discuter collectivement pour faire bouger ces règles. Ça, c'est pour vous donner de l'espoir sur le champ des possibles. Bonsoir, j'ai deux questions. La première, c'est vous avez cité le chiffre de 3%, c'est-à-dire 50 milliards représentait 3% des recettes. Je voudrais que vous me détailliez ça, parce que ça, j'ai un doute. Et la deuxième question, vous disiez que quand on fait de la croissance, forcément, c'est pas écologique. Et ça, c'est aussi un débat que j'ai jamais compris. Si on parle des modèles actuels de croissance, c'est sûr que c'est pas écologique. Mais si on investit dans l'écologie, je pense qu'on va dépenser des sous et il y aura de la croissance et qui pourrait être écologique. En tout cas, c'est ma conviction. J'aimerais votre avis là-dessus. Merci. C'est peut-être pas vraiment une question, mais une remarque sur ce que vous avez dit quand vous parlez de ce qui est confié au privé coûte forcément plus cher. Et je me rappelle, pour y avoir travaillé, quand on a libéralisé les télécommunications, à ce moment-là, le coût des transmissions, des télécommunications, des transmissions de données, etc., a chuté énormément parce que le privé a fait son job en tant que professionnel et a managé ça très bien. Et c'est pour ça qu'on a un réseau performant et pas cher aujourd'hui, puisque pour 10 €, on est en illimité. Donc voilà, je voulais juste faire cette remarque. Y a-t-il des pays non endettés? Et accessoirement, comment font le Bangladesh et le Burkina Faso pour emprunter sur le marché? Alors, sur les 50 milliards, est-ce que ça représente 3% du... hop, attendez, je le reprends. Donc c'était ce graphique-là. Donc on est bien en charge d'intérêt, en pourcentage, c'est un peu plus de 3%, en pourcentage des recettes publiques. Alors là, vous me posez une colle parce que je n'ai pas les derniers chiffres. Je sais, vous me perdez. Je précise pour moi, le budget de l'État, il est de l'ordre de 600-700 milliards. Sur les dépenses ou les recettes? Le budget de fonctionnement de l'État. Alors, c'est là, on prend en compte l'intégralité des recettes fiscales et non fiscales. Donc les sociales, les cotisations. Et les cotisations, etc. Toutes les recettes compensées. Sur la croissance, là, il faudrait faire une soirée sur la croissance. J'en suis arrivé à la conclusion de dire assez rapidement, je concède, que la croissance n'était pas écologique. Mais évidemment que c'est le modèle de croissance. En fait, c'est une façon de répondre assez facilement aux économistes libéraux. Si on part du principe que la croissance actuelle n'est pas écologique, il faut trouver un modèle qui aura une autre croissance ou pas de croissance, ou une accroissance, un taux zéro, etc., ou décroissance. Bon, là, le débat est ouvert. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus simple quand on dispose de 3 minutes sur un plateau télé. Voilà, vous arrivez avec vos punch-ups, vous dites la croissance elle n'est pas écologique, il faut changer, il faut faire autre chose. Parce que la grande idée des économistes libéraux, c'est de nous dire, en fait, on n'a qu'à faire de la croissance verte. Et la croissance, ok, plus ou moins tout le monde reconnaît que la croissance, c'est pas très beau, mais maintenant on nous dit on va faire la croissance verte. C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies, etc., on va pouvoir continuer à croître sans autant puiser dans les ressources de la planète. Moi, autant vous dire, je n'y crois pas. La plupart des projections nous montrent que si on veut, cette idéologie et ce dogme de vouloir toujours plus, déjà, philosophiquement, on peut se poser la question de est-ce qu'on a besoin de toujours plus au final? Et est-ce qu'on n'est pas bien à ce niveau-là? Enfin bon, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il y aurait une croissance non écologique? Alors ça ouvre un débat monstrueux sur nos indicateurs de croissance. C'est-à-dire que aujourd'hui, factuellement, le PIB, c'est-à-dire la mesure de la croissance économique, n'est pas capable aujourd'hui de prendre en compte le changement climatique et la bifurcation nécessaire, etc. C'est-à-dire que, imaginons demain, si la France passait à une agriculture 100% biologique, 100%, il y aurait nécessairement
nécessairement une baisse de la croissance française. Parce que si on est en 100% biologique, l'apport nutritionnel d'une tomate bio est bien meilleur qu'une tomate conventionnelle, on consommerait moins, on produirait moins parce que c'est plus difficile, etc. Donc, il y aurait moins de croissance. Maintenant, là où vous avez raison, et le débat se pose, c'est que si réellement on fait les 70 milliards d'euros d'investissement par an nécessaires à la bifurcation écologique, évidemment que, très probablement, ça va créer la croissance. Alors moi, c'est peut-être une pirouette, mais moi je m'en sors comme ça. Je vous dirais que ce qui est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, c'est de se sortir de ce dogme de la croissance. Aujourd'hui, la croissance, c'est un objectif en soi. Toutes nos politiques économiques, fiscales, etc. sont déterminées par ce seul aiguillon de la croissance. Aujourd'hui, à Bercy, les discussions budgétaires, les moindres mesures, la première chose qu'on demande aux économistes de Bercy, c'est « je gagne combien en termes de croissance ?» Ça me fait gagner combien de PIB? Donc, aujourd'hui, la croissance est une fin en soi. Moi, j'aimerais qu'on définisse un monde dans lequel on fasse la bifurcation écologique et la croissance devienne un résidu. J'ai envie de vous dire, faisons la transition, faisons les investissements nécessaires. Si on a de la croissance, tant mieux. Si on n'a pas de la croissance, tant mieux aussi. C'est pas grave. En gros, il faut définir de nouveaux objectifs. Il faudrait que notre politique économique, l'aiguillon de notre politique économique, ça soit le bien-être écologique, le bien-être social. Et peu importe s'il y a croissance ou pas. Alors, c'est une réponse de Normand, parce que ça me permet de ne pas répondre est-ce qu'il faut décroître, est-ce qu'il faut avoir une autre croissance et tout, mais parce que je suis assez agnostique sur ce sujet-là et je n'ai pas d'avis tranché. Mais en soi, déjà, la première base qui me semble assez intéressante, c'est d'explorer ça, de se dire donnons-nous d'autres indicateurs. Menons des politiques économiques d'investissement, pas pour la croissance en soi, mais avec un résultat en croissance ou pas, un résidu de croissance, pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être notre première aiguille de toute politique, enfin notre aiguillon de politique économique. Est-ce qu'il y a des pays non endettés? C'est une excellente question. Je ne crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas, mais là, il suffirait que vous soyez plus spécialiste. Moi, vous dites, si, je connais un pays dans le monde qui... Mais honnêtement, je ne crois pas. Sinon, comment font le Burkina ou, je ne sais pas quel autre pays vous m'avez cité, le Bangladesh? Eh bien, ils empruntent très, très, très cher. Voilà. C'était le cas de la Grèce sur ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire la différence de taux d'intérêt en Europe. À un moment donné, ça aussi, la décision des marchés financiers, et quand on parle de solidarité européenne, c'est assez rigolo, entre guillemets, mais dans le moment de la crise grecque, la Grèce, au plus haut, je crois, empruntait à 15% de taux d'intérêt, quand l'Allemagne et la France empruntaient à taux négatif ou à des taux de 2-3%. Donc vous voyez la différence. Donc, ils empruntent, ils peuvent emprunter. Alors déjà, ils ont peut-être, il faudrait vérifier, mais ils ont peut-être moins de déficit public parce qu'ils font moins d'investissements, etc. Ils ont moins de moteur économique là-dedans, mais ils vont quand même emprunter, mais à des taux d'intérêt aberrants. C'est d'ailleurs décidé aussi par les marchés financiers. Et comme ils pourraient ne pas être jugés sérieux par les marchés financiers, on va les matraquer sur ce champ-là. Pardon, la Chine. Faudrait vérifier. Elle est très facilement. Bah oui. Ah. Alors là, ouais, c'est différent parce que là vous entamez un sujet sur les relations internationales, sur les balances de paiement, etc., le rôle des différentes monnaies. En gros, on peut dégager un excédent du fait de notre économie réelle, ce qu'on appelle la balance des transactions courantes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du tourisme, vous pouvez avoir des exportations, etc. Ces exportations vous ramènent de l'épargne qui permet de financer les autres pays. Mais ça n'empêche pas que vous, en interne, vous ayez besoin de financement aussi, pour fonctionner. Oui ? Oui, en vous écoutant là, de tout ce que vous dites, on voit bien qu'il y a une vraie question de fond, mais qui est presque métaphysique, c'est comment changer notre imaginaire collectif, qui est sur la possession. Et dans le PIB, il mesure tout ce qui est quantitatif, comment définir la notion de bien-être, qui est très qualitative, et qui est un débat politique de fond. Et ça fait penser à ce que le paléanthropologue Pascal Pitt dit, c'est que l'Homo sapiens, s'il continue comme ça, il va disparaître. Et il parle de coévolution, c'est-à-dire que le socle qu'est la nature et tout ce que l'être humain crée par la culture, il doit être en coévolution, c'est-à-dire la biodiversité, le climat, l'intelligence animale, artificielle. La science et la technique doivent continuer,
mais dans un cadre de réinventer cet imaginaire. Or, c'est un débat extrêmement difficile, parce que dès qu'on rentre dans des choses qualitatives, les conceptions peuvent être extrêmement différentes. Et autant je comprends, et vous l'expliquez très très bien, que la financiarisation de l'économie, c'est dramatique parce qu'elle est en dehors de la vie politique, c'est ce que ici Jean-Pierre Dupuy dit remarquablement bien. Comment est-ce que l'économie doit revenir dans le débat politique au sens profond du terme? Mais je ne vois aucun parti aujourd'hui capable de porter ces débats-là. Et surtout par rapport à ce problème de la complexité, ça demanderait aux partis politiques de savoir faire des compromis. Et en France, comme le dit Pascal Horry, on est toujours dans des radicalités qui empêchent d'avancer d'une façon un peu plus subtile. Et donc, par rapport à tout ce que vous dites, très intéressant et très clair, comment est-ce qu'on transforme tout ça? Moi, je voulais poser une question sur l'ISF. François Hollande, sous son mandat, n'a pas réussi à monter au niveau où il aurait souhaité le faire. J'aurais voulu savoir quelles étaient les raisons qu'il avait fait caler sur ces décisions-là. On sait bien que Macron, ultralibéral, n'ira pas toucher beaucoup à l'ISF. Est-ce que, alors qu'à certains moments de l'histoire, des gens comme Piketty, par exemple, montrent que les niveaux de prélèvement ont été beaucoup plus élevés, par exemple aux États-Unis, est-ce qu'il est possible de faire bouger ce curseur et qu'est-ce qui permettrait de gagner pour le budget de l'État et de donner des possibilités à l'État pour investir? Alors, sur changer notre imaginaire collectif, bien évidemment, je n'ai pas la réponse, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je crois que la première chose, il ne faut rien attendre des partis politiques ou pas grand-chose. Par contre, des débats citoyens comme ce soir, et des associations, j'en profite pour remercier ceux qui m'ont invité. Il faut toujours faire ça à la fin. Voilà. Mais très, très honnêtement, et voilà, avec vraiment le cœur ouvert, je pense que c'est ça qui est nécessaire. Des associations comme Attaque, des créations populaires, comme votre association, etc. En fait, moi, mais je reste un éternel naïf et un éternel optimiste, mais je crois qu'en fait, c'est en discutant entre nous, entre citoyens et citoyennes, que finalement, ce changement d'imaginaire collectif va pouvoir se faire. Et moi, je suis ravi, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai même étonné, je dis un mardi soir pour que les gens ils viennent se taper 2 heures de conférence sur la dette publique, faut être motivé, mais du coup, en fait, vous nourrissez mon optimisme béat et ma naïveté, parce que je me dis, mais en fait, ouais, c'est super, en fait, les gens ont envie d'échanger, de discuter de ça, et moi, ce que j'espère, et c'est pour ça que... notamment, moi j'ai choisi le métier de l'enseignement parce que je me dis, en fait, on est déclassé, déconsidéré, on ne sert pas à grand chose, mais au final, on a des amphis de 200 gamins, et que si derrière, il y en a 2 qui ressortent et qui se disent, ah ben tiens, en fait, je vais choisir un métier en fonction de ça, et que, finalement, les profs m'ont fait réfléchir et je vais avoir un impact différent dans ma consommation, dans ma vie, dans mes choix, etc. En fait, ces 2 personnes vont parler à 2 autres personnes qui vont parler à 2 autres personnes, et vous allez sortir. Et donc, je me dis que ça commence par là. Après, sur la question plus technique du PIB et des indicateurs, en réalité, il faut savoir que tous ces indicateurs sont des lieux de convention. Tout est convention. Pour la petite anecdote, le PIB ou la comptabilité nationale. Donc le PIB, c'est la richesse économique créée chaque année par la France. Au tout début, sous l'époque de De Gaulle, on avait une comptabilité nationale qui était très largement déterminée par les anglo-saxons. Et dans la comptabilité nationale anglo-saxonne, qu'est-ce qu'on nous disait? On disait, les fonctionnaires, ils servent à rien. Les fonctionnaires ne créent pas de richesse économique. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui travaille, ça ne crée pas de valeur. Alors De Gaulle a dit, c'est insupportable, moi je ne ferai pas ça, etc. Et par convention, on a commencé à se dire, en fait, il faut trouver un moyen d'enregistrer comptablement la création de valeur économique faite par les fonctionnaires. Mais il y a eu la même discussion sur les services financiers. Pendant très longtemps, les banques et les assurances créaient 0% de croissance. Ils n'apportaient rien du tout en termes de comptabilité nationale. Dans les années 80, les pays anglo-saxons commencent à dire « on va essayer de l'enregistrer parce que nous, ça nous intéresse en termes de croissance ». Donc tout est histoire de convention. D'ailleurs, l'INSEE commence à produire des comptes aujourd'hui avec des indicateurs de bien-être et ce qu'ils appellent des PIB, je ne sais plus comment ils l'appellent, améliorés ou... bref.
Et il y a beaucoup de chercheurs, j'ai beaucoup de chercheurs autour de moi qui travaillent sur des comptabilités environnementales, par exemple, sans monétiser la nature. Donc il y a des choses quand même qui se font et il y a des initiatives qui sont assez intéressantes. Alors sur l'ISF et le taux marginal d'imposition, alors je ne crois pas que votre question mélange un peu, mais il me semble que ce qu'avait proposé François Hollande pendant sa campagne, c'était de monter le taux marginal, donc la dernière tranche, à 90%. Alors vous aviez Mélenchon qui l'a bien aidé, Mélenchon il avait dit 100% je prends tout, à partir de 1 million je prends tout. Hollande avait dit moi ça sera 90% mais je suis quand même de gauche. Bon. Et ça a été rétoqué par le Conseil constitutionnel il me semble. Mais ça c'est pareil en fait, on a des institutions qu'on choisit qui peuvent évoluer, etc. Donc, et vous l'avez très bien rappelé, je vous remercie, il y a des périodes dans l'histoire, notamment après les guerres, où collectivement le consentement à l'impôt faisait que les riches acceptaient d'être imposés à 90% sur la dernière tranche. Parce que collectivement on sortait d'une période difficile, etc. Moi l'espoir que j'ai c'est que collectivement on se rend compte qu'on est en face d'un mur de changement climatique au pluriel et qu'il va falloir faire un effort et que tout le monde considère qu'ils doivent faire un effort face à ça. Parce que, j'allais dire le point, je suis enregistré, il faut que je fasse attention à ce que j'allais dire le point positif entre gros guillemets du changement climatique, c'est que riche ou pauvre, tout le monde va être touché. On avait ce débat là sur la désindustrialisation en France, en parallèle, quand il y avait la désindustrialisation, ça touchait que les ouvriers, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, on commence à dire, bah ouais, le changement climatique, c'est pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on ne mettrait pas tout le monde la main à la pâte? Donc, effectivement, les taux marginaux, encore une fois, c'est une décision collective et politique. Ils pourraient être à 90%, tout à fait. Et sur l'ISF, principalement, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, en France, la détention de patrimoine financier n'est plus taxée, puisqu'on a supprimé l'ISF. Et les revenus issus de ces patrimoines financiers, les revenus financiers, ne sont plus taxés à l'impôt sur le revenu. Décision politique d'Emmanuel Macron en faveur du capital. Et la transformation de l'ISF, c'est assez fameux, puisqu'on montre dans les différentes études que ça a fait énormément gagner de pouvoir d'achat aux plus riches, parce que la transformation de l'ISF en IFI, quand on commence à taxer l'immobilier plutôt que les revenus financiers, ben en fait on se rend compte qu'on arrête de taxer moins les 0,01% les plus riches. Parce qu'en gros, la constitution du patrimoine des plus riches, c'est pas les immeubles à Paris. Ça, c'est la classe moyenne supérieure, voire très supérieure. Mais les ultra-riches, la principale source de leurs revenus, c'est des revenus financiers, des dividendes, qui aujourd'hui sont taxés progressifs, flat tax, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, la transformation de l'ISF en IFI, ça marche pas. Tout le monde l'a montré, mais il y a un agenda politique derrière. Je vais alléger, encore une fois, la fiscalité des plus riches parce que ceux-ci n'ont pas d'appartement ou très peu au-dessus d'1 million d'euros. La quasi-totalité de leur patrimoine, c'est des revenus financiers. Est-ce que vous voyez pour demain ou après-demain l'introduction de ce qu'on appelle les externalités dans la comptabilité des entreprises, et notamment au plan international, puisque il y a une dizaine d'années, il y a eu l'introduction des IFRS qui ont fait une. Est-ce qu'au plan international, il y a des évolutions dans ce sens? Alors, ouais, pour répondre rapidement, c'est un peu ce que je disais en lien avec la comptabilité écologique. C'est très compliqué actuellement, dans le cadre actuel, de prendre en compte les externalités, puisque les économistes, on adore tout monétiser. C'est-à-dire que la façon la plus simple de faire la comptabilité écologique, c'est de dire, ben voilà, une forêt, ça vaut 100 milliards d'euros écologiquement. Si vous la détruisez, en gros, bah, vous nous devez 100 milliards d'euros. Externalités négatives, etc. Mais ça, vous voyez que philosophiquement, ça pose quand même question. Donc, il y a certains économistes de la branche qu'on appelle économie écologique, ecological economics, qui travaillent sur ces notions de faire une comptabilité qui ne soit pas seulement monétaire, ou qui ne soit pas du tout monétaire, mais pour l'instant, c'est encore des stades de réflexion qui ne sont pas assez matures pour être proposés aux institutions internationales, etc. Parce que, en fait, ça vise à repenser toutes nos conventions comptables, la façon dont on pense le monde et notre rapport à la nature. Et donc, effectivement, le fait d'utiliser la monnaie, c'est hyper simple, comme je vous l'ai dit dans cet exemple. Le fait d'utiliser autre chose, et notamment si ça vous intéresse, c'est ce qu'on appelle la comptabilité en termes de services écosystémiques. Donc, en gros, une forêt, ok, on peut dire qu'elle me rapporte 100 milliards, mais en fait, si on réfléchit en termes de services écosystémiques,
on ne va pas pouvoir le monétiser. Et donc, il faut trouver des moyens d'enregistrer la perte de bien-être, la perte d'utilité sociale, la perte de, même quasiment psychologiquement, ce que ça nous fait de perdre une étoile et comment on pourrait ne pas la compenser, mais finalement, c'est des économistes qui réfléchissent non en termes de compensation des externalités, mais en termes de sauvegarde de niveau écologique. Et donc là, vous voyez qu'on a déjà un renversement de la logique, mais c'est très compliqué parce que ça veut dire se battre avec les conventions, en inventer d'autres, inventer quasiment un nouveau monde, et ça veut dire aussi se battre avec les habitudes des entreprises et des États qui font de la comptabilité nationale en monnaie depuis X années. Merci, merci Léo, merci pour